Maté, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonsoir. Madame Farida, Monsieur Manino. Un grand merci à l'Association marocaine des chercheurs sur la Rihla et surtout à Monsieur Saouri qui veille sur ses activités culturelles et académiques. Alors, avant de commencer, je remercie tout d'abord Monsieur Azim Manino pour ses efforts et les recherches qu'il a fait pour mettre à jour ce grand travail, ce travail académique. Grâce à lui, cette rihla a vu le jour en langue arabe. Et je tiens tout d'abord à rappeler que la traduction de la rihla d'Al-Juaidi faisait l'objet de notre thèse doctorale proposée, encadrée et dirigée par le professeur Nizar Tajditi, que je remercie également à travers cette rencontre. Des curiosités de l'Europe qui émerveillent les honnêtes gens, tel est le titre que nous avions choisi pour le premier volume de notre traduction de la relation d'ambassade du faqih Idriss Al-Juaidi Salawi en France et en Belgique, publié en 2020 et préfacé par le professeur Nizar Tajditi. Monsieur Manino, il a tout dit sur la rihla. Moi, je vais prendre un autre volet, celui de la traduction. Alors, certes, la relation d'ambassade volumineuse d'Al-Juaidi Salawi en France, en Belgique, en Angleterre et en Italie en 1876, Ithaf al-Akhyar bi-Gharaib al-Akhbar, établie et éditée par le professeur Azim Manino, elle est de grande importance historique. En effet, ce texte relate les multiples péripéties de l'ambassade marocaine extraordinaire dans les 4 pays européens visités. Comme cette relation appartient à un genre à la croisée des chemins avec tous les autres genres, sa traduction intégrale était problématique. Les difficultés inhérentes à sa traduction dans la langue châtiée de Molière méritent néanmoins d'être rapidement exposées et clairement soulignées. Nous tenterons dans cette complication de présenter tout d'abord les spécificités à la fois linguistiques, terminologiques et culturelles du texte en question, ainsi que les difficultés de traduction qu'elles engendrent. Ensuite, nous présenterons les procédés de notre traduction et les différentes théories préconisées pour la traduction de tels récits, donc principalement la théorie de sens. En fin de compte, nous mettrons en valeur le rôle du traducteur comme médiateur entre l'écrivain et le public. Bien que la relation d'ambassade d'Al-Juaidi était assez volumineuse, nous avions opté pendant notre thèse doctorale pour le choix d'en faire une traduction intégrale, dont nous avions publié dans un premier volume la partie consacrée aux visites des pays francophones. Quant à la suite de la relation en rapport avec la visite de l'Angleterre et de l'Italie, elle sera bientôt publiée dans un second volume. Bien évidemment, la traduction d'un texte non spécialisé pose de sérieux problèmes, surtout lorsqu'il s'agit de la traduction d'un genre pluridisciplinaire, telle la relation d'ambassade d'Al-Juaidi. Il s'agit d'un récit multithématique et multiforme, comme l'a noté d'ailleurs Monsieur Manino, où coexistent prose et poésie, style simple marqué par l'attachement de l'auteur au code traditionnel de l'écriture chez les Marocains de l'époque, et style gracieux avec figure de style et des expressions idiomatiques. À cet égard, la traduction littérale a montré ses limites. Plusieurs approches traductologiques étaient indispensables à notre traduction. Cependant, il nous a fallu nous armer d'un outillage conceptuel, scientifique et efficace pour traduire la rihla d'Al-Juaidi. Nous nous sommes surtout inspirés de la théorie du sens, élaborée par Danica Seleskovic et Marianne Lederer à l'École supérieure d'interprétariat et de traduction de Paris. Alors maintenant, on va voir les spécificités linguistiques, terminologiques et culturelles de la relation d'ambassade d'Al-Juaidi. De prime abord, la relation de voyage de Idriss Al-Juaidi est écrite en arabe classique, adoptée par les écrivains marocains de l'époque. Tous les lettrés marocains, quel que soit leur rang administratif
ou religieux dans le vieil État marseille, qu'ils soient alim, talib, faqih, faisaient appel à cette tradition d'écriture. L'auteur al-Ju'aydi obéit à cet ancien canon littéraire du genre de la Rihla Sifalia, qui se caractérisait par des codes d'écriture bien spécifiques suivis par le voyageur ambassadeur, tels que par exemple la dibaja ou l'exorde rimé, des idiotismes, etc. En plus des règles littéraires, culturelles du genre arabe classique adopté, dominait dans cette rhétorique de référence le vocabulaire arabe le plus ordinaire, les mots ou termes d'usage ou expressions marocaines les plus courantes, les nouveaux mots ou termes de civilisation empruntés sous forme de calque, le plus souvent aux langues européennes vivantes, les tournures de style typiquement marocain de l'époque. Aussi, tout au long de cette longue et patiente expérience de construction de la version française du texte arabe, on peut affirmer ici que le défi majeur a été pour nous de, tout d'abord, comprendre le texte, ou bien le récit de voyage, sa langue, son style et son genre, du début jusqu'à la fin, le plus correctement possible, car selon Georges Steiner, comprendre, c'est traduire. Deuxièmement, saisir le sens exact de certaines expressions idiomatiques ambiguës ou descriptions détaillées peu claires, parce que le voyageur, il décrit un monde moderne avec une langue décadente. Troisièmement, cerner le vouloir dire de l'auteur marocain, qui, faut-il le rappeler encore une fois, appartient à la mentalité et à la génération culturelle du 19e siècle. Maintenant, on passe aux problèmes et aux théories de la traduction adoptée. Comme on le sait, depuis l'Antiquité, la traduction est un procédé de transposition par lequel un texte écrit dans une langue étrangère est rendu accessible dans une autre, permettant sa lecture et sa réception par un public de culture plus ou moins proche ou même très différente. Elle est, selon le jargon trop technique de la théorie de l'information, qu'ont adopté les linguistes contemporains, le passage d'une langue source vers une langue cible. Le traducteur, explique bien Romain Jacobson, recode et retransmet un message reçu d'une autre source. Ainsi, la traduction implique deux messages équivalents, dans deux codes différents. Il est évident, cependant, que ce passage étroit est fortement risqué, d'un côté comme de l'autre. S'il est vrai que la pratique de la traduction donne lieu parfois à une communication assez réussie, compréhension, interprétation, assimilation, etc., elle peut aussi aboutir d'autres fois à un constat d'échec des plus regrettables, ambiguïté, obscurité, amalgame, imprécision, contresens, etc. D'où la valeur de l'expérience esthétique de la traduction sur laquelle insiste le vieil adage latin traduttore traditore, ça veut dire le traducteur est un traître. Alors maintenant, je viens aux étapes de notre traduction. La première étape est la lecture et la relecture du texte original à traduire, afin d'en saisir d'abord le sens cognitif dominant. Pour les tenants de la théorie du sens basée sur la compréhension et l'interprétation, comme Marianne Lederer ou Danica Sleskovic, par exemple, de l'École de Paris, il y a un processus complexe constitué de trois étapes assez distinctes. Tout d'abord, la compréhension. Deuxièmement, la déverbalisation. Troisièmement, la réexpression. La compréhension de tout texte nécessite la possession du traducteur des connaissances adéquates dans les deux langues mises en dialogue et la compréhension du texte d'origine, écrit dans la langue source pour que le sens compris rejoigne son vouloir dire initial dans la langue cible. Tandis que la réexpression est une autre opération de modelage et de production du sens retenu. Il s'agit d'un affranchissement, explique justement Marianne Lederer, des signes linguistiques concomitants à la saisie d'un sens cognitif et affectif.
Alors, on va voir quelques procédés de notre traduction. La lecture et la compréhension du récit d'ambassade du voyageur à Juaidi exigent certaines conditions préalables. En plus des compétences linguistiques indispensables, elle nécessite des connaissances relatives à la nature générique du récit traditionnel, des curiosités de l'Europe qui émerveillent les honnêtes gens, et surtout du contexte socioculturel très particulier de son auteur. Plus précisément, la longueur des phrases fleuves du voyageur, si caractéristique de la langue littéraire décadente des fuqaha marocains en général. L'usage déplacé, pardon, oui, l'usage déplacé des pronoms qui ne renvoient pas toujours au même sujet. La présence de mots en arabe dialectal avec des terminologies archaïques, des fois incompréhensibles, l'utilisation de certaines expressions idiomatiques de son époque, de quelques mots empruntés maladroitement à la langue française ou espagnole, si ambigu pour nous, etc. Tout cela rend difficile notre traduction, comme il rend difficile même la lecture du texte. La réexpression, la mise en discours, comme disent plus précisément les sémioticiens, n'était pas non plus aisée, en raison de la complexité syntaxique des longues phrases et des multiples difficultés rencontrées à la fois sur le plan terminologique ou idiomatique. Aussi, après de nombreuses lectures, vérifications et interprétations, nous avons tout d'abord procédé à une segmentation et simplification des énoncés, afin de pouvoir les déverbaliser et les réexprimer le plus clairement possible en langue française. Nous avons également fait une analyse sémantique de certains termes, vocables ou idiomes de ce qu'on peut appeler l'arabe marocain de l'époque pour bien trouver leur équivalent pertinent. Comme les méthodes et les procédés que nous avons ici utilisés dans notre essai de traduction sont assez variés, citons à titre d'exemple la translittération ou la transcription de certains idiotismes, tels que les mots appartenant au champ lexical vestimentaire marocain, comme par exemple khmis, haïk, ou certaines anciennes unités de mesure comme dira, qala, etc., ou encore les mots à caractère culturel ou professionnel comme talib, amin, etc. Le lecteur de la traduction proposée aura besoin de consulter le glossaire et les index en annexe pour bien comprendre le sens de ces mots. Nous avons également essayé de respecter les nombreux détails fournis par l'auteur, bien qu'il nous rajoute parfois rien au sens. Comme ils font tout de même partie du style de l'auteur, les supprimer serait donc une atteinte à sa forme d'écriture, son style de pensée qui reflète la culture traditionnelle de son milieu originaire et de son époque historique. Mais quand certains détails ou répétitions n'ajoutent rien au sens, nous avions fait le choix de les éliminer. Enrique Diez-Canedo avoue que traduire, c'est toujours sacrifier, mais il rajoute qu'il ne faut rien sacrifier d'essentiel. Dans la plupart des cas, nous avons eu recours à la transposition pure en essayant de rendre une partie du discours de la langue source par une partie du discours de la langue cible, sans perte ni gain sémantique. Dans d'autres cas, la modulation s'impose car elle implique un changement de point de vue et permet d'éviter l'emploi d'un mot ou d'une expression qui ne correspond pas à la langue d'arrivée. C'est aussi un moyen pour passer de l'abstrait au concret, de la partie au tout et de l'affirmation à la négation. La périphrase est aussi l'un des procédés de traduction utilisés lorsque le traducteur ne réussit pas à trouver un bon équivalent à un mot du texte source. Il le remplace alors par un groupe de mots ou une expression dans le texte d'arrivée. Par exemple, le temps de la prière al-Asr signifie l'après-midi selon la culture religieuse de l'écrivain, qui se réfère au temps des prières pour indiquer plus ou moins l'heure. En effet, dans la culture marocaine du 19e siècle, au Moyen-Âge européen d'ailleurs, chaque prière est une référence à un moment fondamental de la journée.
Le fait de garder de tels mots sert à refléter la mentalité de l'époque et à mettre en avant le contexte socioculturel dominant du texte. Le choix de ces mots permet également de garder à l'horizon de la lecture l'aspect original du texte. Des fois, nous tendions à réduire, voire à diminuer les distances culturelles et temporelles entre l'auteur marocain et le lecteur francophone. D'autres fois, nous avions eu recours à la paraphrase, remplaçant certains mots par des explications afin de rendre certains concepts éligibles. D'autres fois encore, nous avions changé certaines expressions de la langue source par d'autres appartenant à la langue cible pour la simple raison qu'il existe des expressions qui ne sont pas transposables, ni dans la langue source, ni dans la culture d'arrivée. En outre, dans le but d'obtenir un texte lisible, nous avons essayé de réexprimer en langue française la relation de voyage d'Al-Juaidi, bien sûr dans le respect fondamental des intentions de l'auteur, de son style particulier, de sa logique propre, de sa culture ancestrale et de sa génération. Nous n'avons pas cherché à être absolument fidèles à la structure syntaxique arabe, ni au sens littéral des termes. Dans ce cadre, les transformations syntaxiques s'imposent et le recours à des transpositions grammaticales concernant un mot ou un groupe de mots s'avère absolument nécessaire pour une nouvelle reconstruction des phrases suivant les normes de la langue cible. Des pronoms sont alors remplacés par des groupes sujets, des phrases à la voix passive sont transformées à la voix active et vice-versa. La traduction ne peut donc se faire par pur calque sémantique ou syntaxique. Parfois, nous avions recouru en traduction au procédé d'explicitation afin de rajouter des éléments sous-entendus et de préciser ce qui était implicite. Quant au recours à l'allègement ou l'implicitation, il consiste à retirer et à simplifier un ou plusieurs termes ou mots inutiles dans le texte d'arrivée. Par ailleurs, pour la traduction des poèmes que comporte le texte, la forme de l'expression l'emporte sur la substance du contenu. Des fois, nous avons été contraints dans la traduction de renoncer au sens littéral pour sauver un effet de sonorité, une cadence ou une rime. Bref, les difficultés auxquelles se heurte le traducteur diffèrent selon le type, le genre et le style du texte à traduire. En effet, il y a différents types de textes littéraires ou culturels qui supposent une recherche terminologique propre au domaine de leur objet. Cependant, le récit d'Al-Juaidi est un texte bien particulier qui englobe plusieurs disciplines et centres d'intérêt de l'auteur. Sa traduction en français a nécessité une recherche terminologique dans plusieurs domaines ou champs lexico-modernes, car le récit du voyageur marocain abonde en termes techniques et différentes spécialités, architecture, industrie, mécanique, armement, art, etc. Tous les termes qui relèvent de ces champs techniques modernes ne sont pas toujours maîtrisés par l'écrivain en déplacement. Quand ces derniers viennent de rentrer en contact avec un nouveau monde de la science et du progrès, il essaye de comprendre et de décrire coûte que coûte en se basant sur ses connaissances traditionnelles très modestes. Le voyageur ne dispose pas en arabe de terminologie adéquate pour exprimer, véhiculer et décrire correctement ce qu'il voit de ses propres yeux en Europe. C'est pour toutes ces raisons qu'il abuse de l'usage de l'arabe dialectal et des mots empruntés très maladroitement à l'espagnol ou au français. La recherche des équivalences appropriées à ces mots présente donc pour nous des difficultés supplémentaires, tant que les termes recherchés ne sont pas précis ou bien ne correspondent à aucun terme. Nous rejoignons ici l'avis de Marianne Lederer lorsqu'elle souligne à forte raison que les problèmes de la traduction sont plutôt d'ordre culturel. Je cite, « Parmi les difficultés de la traduction les plus souvent mentionnées, on trouve les problèmes dits culturels. Les objets ou les notions appartenant exclusivement à une culture donnée ne possèdent pas de correspondance lexicale dans la civilisation d'accueil. Et si on arrive à les exprimer, néanmoins, on ne peut compter sur le lecteur de la traduction pour connaître ces précisions
avec précision la nature de ces objets et de ces notions, les habitudes vestimentaires ou alimentaires, les coutumes religieuses et traditionnelles mentionnées par l'original ne sont pas évidentes pour le lecteur de la traduction. Il ne s'agit pas seulement de savoir quel mot placer dans la langue d'arrivée en correspondance à celui de la langue de départ, mais aussi et surtout de savoir comment faire un maximum le monde, comment faire passer au maximum le monde implicite que retrouve le langage de l'autre. Fin de citation. Enfin, il y a un immense écart, presque un gouffre de plusieurs siècles entre la culture marocaine traditionnelle et décadente, à la fois du faqih et la culture absolument moderne, des Lumières et de l'univers européen enchanteur, passionnément approché et décrit d'un paragraphe à l'autre. L'ignorance fatale des langues vivantes des grands pays visités ajoute un autre obstacle de taille aux voyageurs qui transcrit à la hâte ce qu'il entend, plus ou moins, ou ce que le drogman juif ou syrien lui traduit directement dans sa propre langue. L'ignorance du lexique propre au monde de l'industrie moderne contraint l'auteur voyageur à employer parfois des barbarismes ou à omettre de décrire de temps à autre certains objets ou univers européens perçus. Je conclus. Alors, pour conclure, je dirais que la traduction est un travail aussi bien sur la culture et les idées que sur la langue, où le traducteur joue un rôle non négligeable dans le transfert des idées. Il joue le rôle indispensable de médiateur entre l'écrivain de la langue source et le public de la langue cible. Cette médiation demeure une activité de déconstruction et de reconstruction du sens hautement délicate. Ce n'est donc pas à tort que Georges Mouna définit la traduction comme une opération relative dans son succès, variable dans les niveaux de la communication qu'elle atteint. Merci pour votre attention.